Ok. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais justement, quels sont vos rapports avec la Cour? Il faut d'abord que vos auditeurs aient à l'esprit que le Qu'est-ce qui différencie la Cour de la Commission? D'accord. Nos rapports et puis la différence. C'est ça. Le rapport avec la Cour, d'abord, ils sont excellents. Je connais bien Madame la Présidente Imani Aboud, la présidente de la Cour, que je salue d'ailleurs en passant. C'est une aînée, une grande sœur avec qui j'entretiens d'excellents rapports. Nous avons de très bons rapports, mais je rentre maintenant dans les textes. Hein. Ça, c'est des rapports humains. Je rentre maintenant dans les textes. Les textes ont institué d'abord la Charte africaine comme étant le principal organe en charge de promotion et de protection des droits de l'homme. Ensuite, il y a eu un protocole qu'on a ajouté à la Charte qui a créé la Cour comme étant un mécanisme complémentaire à la Commission qui va s'occuper de la protection. Ceci me amène à parler maintenant de la différence entre les deux. La différence, c'est que d'un côté déjà, vous avez une Cour composée des juges, des magistrats, qui ont été recrutés ex-qualité au niveau régional, tandis que de l'autre côté, vous avez des experts, même s'ils peuvent être aussi tous les deux des juristes, tous les deux des professeurs, même si vous êtes magistrat, comme c'est mon cas, comme si vous êtes magistrat au niveau de la commission, mais vous n'êtes pas juge, vous êtes un expert, un commissaire, tandis que de l'autre côté, ce sont des juges. Et puis la traditionnelle différence que l'on donne toujours, c'est que la commission, on estime qu'elle fait des recommandations, des conseils qu'elle donne aux États, tandis que la Cour, elle prend des arrêts, des jugements qui sont censés être obligatoires et contraignants. Mais je mélange tout de suite, comme je le fais souvent dans les auditoires, c'est que contrainte ou pas contrainte, c'est la volonté des États qui compte. Parce que les États, ils finissent par ne pas appliquer. Et si vous allez au sommet de l'Union africaine, lorsque nous présentons tous les deux, la Cour et la Commission, nos rapports, nous souffrons de la même maladie. Nous avons aussi là-bas le taux de non-exécution aussi bien, très élevé d'ailleurs, aussi bien des communications, des décisions de la Commission que des arrêts ou des jugements de la Cour. Le taux d'exécution est très faible de deux côtés. Donc cette différence qui existe sur le papier tend finalement à s'estomper lorsqu'il faut regarder sur le plan de l'exécution. Les États n'exécutent presque absolument rien. Nos taux ne dépassent jamais 5% en matière d'exécution. J'anticipe déjà si vous pouvez, si vous aviez l'intention de me poser cette question. Mais justement, je vous la pose. On n'a pas de taux d'exécution supérieur à 5%. C'est souvent en deçà. Donc, on produit des conseils, des recommandations, on produit des jugements, mais les États ne les mettent pas en pratique. C'est très rare. Je voudrais féliciter quelques gouvernements qui sont sérieux dans ce domaine-là et qui montrent la volonté d'application. Je prends un seul exemple, par exemple le cas OGEC, que nous sommes en train, la communauté OGEC au Kenya, on a vu la volonté de ce gouvernement de tenter, d'essayer, de mettre en œuvre les recommandations qu'a formulées la Cour, et je voudrais saluer le gouvernement du Kenya à cet égard. Mais il y a d'autres gouvernements également qui essaient de le faire. Ici, je n'ai cité qu'un pays, que ceux que je n'ai pas cités ne puissent pas m'en vouloir.